Merci de suivre Reflet TV. Bonsoir et bienvenue dans Entre des News. De grands sujets d'actualité ce soir. Le cadre restreint de GPS déconstruit le discours d'Alassane Ouattara, présidentiel 2025. Bientôt la révision de la liste électorale. Voici les sujets qui seront abordés avec mon plateau. Plus chéri Balé, bonsoir. Bonsoir, Sidi. Et un second invité, Thomas Gessambi, bonsoir. Bonsoir. Des invités que vous connaissez très bien. Bien avant de poursuivre, nous allons vous poser une question chacun. Faut d'abord faire des précisions. Quand on parle de cadre restreint de GPS, faut-il tout de suite faire allusion à Guillaume Soro, en plus d'autres proches de ces derniers, ou bien il s'agit de qui, bien sûr? Oui, a priori, il s'agit de tous les membres du parti, mais je ne crois pas qu'ils puissent rendre une position officielle sans avoir consulté leur leader. Alors, Thomas Gessambi, cette fois-ci, il s'agit d'un cadre restreint du GPS et non de Guillaume Soro. Quand on sait que la lutte politique est multiforme et même protéiforme, on peut peut-être s'imaginer qu'un groupe dans la clandestinité, puisque le parti a été dissous, peut se réunir pour produire de tels communiqués. On aurait cru, avec l'ère du temps actuellement, en parlant des informations qui viennent du grain ou des grains en Côte d'Ivoire, mais le fait que l'information ne soit pas démentie et qu'on sache aussi que depuis 2019 que M. Guillaume Soro n'est plus en Côte d'Ivoire, le canal privilégié de communication à la fois pour lui-même et son parti, c'est bien entendu les réseaux sociaux. Donc on pense que c'est un groupe qui s'est réuni, mais en revendiquant toujours l'identité GPS. Alors le 18 juin dernier, le président Ouattara s'adressait à la nation ivoirienne devant le congrès réuni au Sofitel Hôtel Ivoire à Abidjan. Plusieurs partis sont montés au créneau, dont le GPS qui hier a déconstruit le discours du président. Je vous propose cet élément signé Clarisse Kanyala. La Côte d'Ivoire continue chaque année de faire d'importants progrès. Après l'adresse à la nation du président Alassane Ouattara le 18 juin dernier, devant le Congrès, plusieurs partis politiques sont montés au créneau. Le parti politique de Guillaume Soro, Génération et Peuple solidaire, a tenu une réunion le samedi 22 juin 2024 sur les grandes lignes de la déclaration du président. Pour ce parti, bon nombre d'Ivoiriens ont été frustrés et floués par un discours qui s'est tenu loin des préoccupations des populations. Sur la gestion des inondations, le parti GPS note que face au drame des inondations dans les communes d'Abidjan, le gouvernement n'a pas eu la moindre compassion. Les investissements annoncés, à coût de milliards dans l'assainissement, n'apportent toujours pas de solution pérenne et les populations d'Abidjan sont angoissées au début de chaque saison des pluies. Sur le plan de l'éducation, le cadre restreint de GPS s'est félicité des résultats du BEPC, avec une progression de 10 points par rapport à 2023. Cependant, ces chiffres ne doivent pas cacher les énormes efforts à fournir pour avoir un taux de succès à la dimension des ambitions de notre pays. Au niveau de la réconciliation nationale, Guillaume Soro et ses partisans notent que la réconciliation nationale ainsi que la création d'un cadre démocratique sain et transparent, facteur de paix et de cohésion sociale ne constituent pas des objectifs pour le président Alassane Ouattara. Pour eux, les seuls agrégats macroéconomiques suffisent à l'appréciation de la cohésion sociale et la paix, facteur de développement. Pour le GPS, le seul enjeu qui préoccupe le président Ouattara, c'est comment gagner l'élection présidentielle et conserver le pouvoir en 2025. De retour en plateau, Pulchérik Balé, quel commentaire faites-vous sur la déclaration du cercle restreint de GPS, en se basant bien sûr sur la forme d'abord? Sur la forme, je n'ai pas grand-chose à dire, mais sur le fond, je suis en phase avec leur déclaration. Ils ont dit que le chef de l'État s'était auto-célébré et qu'il n'avait pas pris en compte les préoccupations légitimes des Ivoiriens. Et personnellement, j'avais déjà réagi dans ce sens parce que c'est une annonce qui a été solennelle. On a réuni toutes les institutions de la République. Tout le monde attendait qu'au-delà de l'autosatisfaction qu'il a étalée, on aurait eu des annonces
sur les préoccupations des Ivoiriens, notamment le coût de l'électricité, la cherté de la vie en général, les déguerpissements en cours, les inondations, les immeubles qui s'effondrent. En principe, on devait sanctionner officiellement les ministres qui sont en charge de ces questions d'inondation, d'effondrement d'immeubles et tout ça, mais on n'a rien vu de tel. Il n'y a eu aucune annonce en faveur des préoccupations des Ivoiriens. Donc moi, je suis vraiment en phase avec ce que ce cadre restreint a dit. Thomas Gessambi, Pucherik Balé est en phase avec ce que le cadre restreint du GPS a dit. Et vous, quelle lecture faites-vous de cette déclaration, en vous basant bien sûr sur la forme d'abord? Voici une déclaration qui arrive une semaine après, puisque c'était le 18 juin. Le chef de l'État s'est adressé au Parlement réuni en congrès. Je veux dire que le GPS ou le cadre restreint du GPS ne dit rien de nouveau, dans la mesure où les minutes qui ont suivi, même sur votre plateau ici, je pense que je faisais partie de ceux qui pensent que les attentes n'ont pas été atteintes. Mais ici, c'est un parti politique qui refuse naturellement de mourir, même si au plan légal, il n'est plus reconnu en Côte d'Ivoire, mais n'oublions pas que Guillaume Soro a la culture de la lutte et dans leur lutte, il parlait de ce syndicat estudiantin qui luttait dans l'esprit. Donc l'esprit n'est pas quelque chose qu'on peut saisir physiquement, mais qui existe, qui émet des signaux. Je pense que c'est beaucoup plus dans la dynamique de dire que nous sommes là et que ne nous oubliez pas, vous ne pouvez pas vivre la vie politique en Côte d'Ivoire sans nous. Alors, votre comparaison de cette déclaration vis-à-vis des autres déclarations de ce parti politique au sujet du ton, bien sûr, qui a été utilisé? Je veux dire que ça fait partie du jeu politique. L'opposition s'oppose et le gouvernement gouverne. Donc, rarement on a vu des opposants, à moins qu'ils soient dans une autre dynamique, être en train d'arroser le parti au pouvoir. Il faut toujours regarder surtout le côté de la bouteille qui n'est pas pleine. Et donc, le GPS est dans son rôle ici. Et en relevant naturellement quelques points que les Ivoiriens ont quand même partagé, la cherté de la vie, le coût de l'électricité. Mais dans une analyse profonde, ce qui me fait souvent sourire avec les hommes politiques, c'est que bien d'entre eux ont par moments été aussi à des postes de décision. Et on se demande, est-ce que ceux qui critiquent aujourd'hui, ils ont eu la pleine mesure de faire changer les choses lorsqu'ils étaient au pouvoir de décision. Pucherik Balé, malgré les indicateurs des performances donnés par le président Ouattara, le parti de Guillaume Soro parle d'une déception au nom des Ivoiriens, pour ne pas dire comme bon nombre d'Ivoiriens. Oui, absolument. On le disait tout à l'heure. Moi, il y a deux points particulièrement qui m'intéressent dans ce que GPS a dit. C'est le problème des inondations et des effondrements d'immeubles, dans un premier temps, parce que c'est d'actualité. La saison pluvieuse est encore en cours et certainement qu'on ne le souhaite pas, mais c'est possible que les jours à venir, on ait encore d'autres catastrophes. Ce sur quoi je m'interroge, c'est à quoi servent les techniciens qui sont au ministère de l'Assainissement et plus particulièrement ceux qui sont à l'Office national de l'assainissement et du drainage, l'ONAD. Parce que par rapport aux inondations, les causes sont connues. Les causes sont connues, elles sont multiples. On peut citer par exemple le fait qu'on ne cure pas les caniveaux comme il se doit. On les cure, on laisse les ordures au bord. Après, la pluie vient les ramener dans les trous. Donc, c'est un travail qui n'est pas bien fait. L'indiscipline de la population? Oui, l'indiscipline de la population, ça c'est sûr. Il y a une véritable campagne à faire pour sensibiliser les populations sur la gestion des ordures. Au Ghana comme au Rwanda, il y a des exemples que les pays africains peuvent y arriver. Mais du point de vue technique, il y a des personnes qui construisent sur le passage de l'eau. Et on a vu que les inondations ou les zones à risque ont été le prétexte pour les déguerpissements récents de 2024. Mais finalement, à Cocody, où rien n'a été cassé, c'est là qu'on a vu le plus d'inondations parce que les gens ne respectent pas
le plan d'urbanisme, ils construisent sur le passage de l'eau. Donc, ça veut dire qu'à Cocody, il y a des maisons à casser. Et donc, normalement, l'ONAD, en saison sèche, devait traiter tous ces points critiques-là, de sorte que quand la saison pluvieuse arrive, il n'y ait pas toutes ces catastrophes. Ce n'est pas un problème qui est nouveau, mais malheureusement, chaque année est pire que l'année précédente. Donc là, il y a un problème à ce niveau. Le deuxième point qui m'intéresse aussi dans le discours de GPS, c'est ce qui concerne la réconciliation et, comment on appelle ça, la démocratie. Voilà. Nous sommes un pays qui est en crise. À mon sens, la crise n'est pas encore passée parce que pour nous autres, la réconciliation n'est pas encore effective. Nous sommes un pays qui est en crise et il y a beaucoup de choses que nous reprochons et au processus de réconciliation et au processus électoral. On aurait souhaité aussi qu'il y ait eu des mesures de décrispation parce qu'on a finalement l'impression que les prisonniers politiques sont des otages. On en libère au compte-gouttes, on ne sait pas à quoi ça répond. Mais actuellement, où nous parlons, il y a encore des prisonniers politiques. Il y a encore des leaders de l'opposition en exil. Ce que notre Constitution ne permet pas. Et donc, il serait bien que le chef de l'État crée le cadre d'une réconciliation réelle et d'une paix durable. Pour cela, il y a des décisions courageuses à prendre. Et on n'a rien entendu de tout ça pendant son discours. Donc franchement, c'est plus que décevant. Alors Thomas Gessambi, plus loin, la déclaration estime que, et je cite, « Cette adresse est une auto-célébration, une adresse pour contenter certains partenaires internationaux. Si les chiffres sont exacts et proviennent d'organismes internationaux, alors pourquoi ne pas vanter ces performances ?» Oui, je pense qu'on a passé en revue cet aspect des choses le 18, quand nous étions dans votre studio ici pour décrypter le message. Je veux dire, il n'appartient pas à un chef d'État comme à un chef de famille de donner le sentiment que demain sera grave, demain il y aura des hécatombes. Non, ça n'est pas comme ça que ça fonctionne. Il donne l'assurance, même si par derrière nous avons des éléments qui montrent que ces assurances ne reposent pas par moments sur de solides arguments, mais il appartient à un chef d'État de donner des assurances. Donc c'est le jeu politique. Il vient, il parle de ce qu'il a fait. Alors que nous pensons par exemple que les factures d'électricité ont grimpé. On nous a annoncé, de par monsieur le ministre des Mines, une augmentation de 10%. Mais au constat, c'est qu'on est au-delà de 10%. C'est une réalité. Alors parlons des factures. Le GPS, GPS a parlé de ce point-là, mais on n'a pas vu de propositions. Des critiques, mais pas des propositions. Oui, c'est pour ça que je vais peut-être encore le redire. Le GPS, pour moi, n'a rien dit de nouveau. C'est quelque chose qui a été dit déjà depuis une semaine. Mais il est bon pour un parti politique de lever et donner de la voix. Et je pense que dans cet exercice, bien souvent, il y a eu la société civile et les partis politiques qu'on a par moments indexés pour dire « mais voici telle situation que la nation vit, on ne vous entend pas ». Et donc, pour jouer leur partition, ils arrivent à produire naturellement. Mais comme je le dis, non seulement le GPS ne fait pas de propositions sur certaines de ses critiques, mais le dirigeant du GPS a déjà dirigé ce pays à un très haut niveau où ce qu'il a relevé comme le rendement de l'école, la question de ce que cause la pluie, c'est des choses qu'il a vécues quand il était à un très haut niveau de l'État. Puis Chérif Balé, par moment, on rejette les chiffres et d'autres fois, on se félicite des chiffres de la Côte d'Ivoire. Ça paraît incompris, par exemple, dans le chapitre de l'éducation, le GPS est félicité des résultats obtenus. Non, mais quand c'est bon, il faut le dire. Normalement, comme les politiques ont leur logique, c'est pour ça que parfois, certains ne font que dire ce qui est négatif, négatif, négatif. Mais nous, en tant que société civile, on essaie d'être objectif. Et il faut reconnaître que bien qu'il y ait beaucoup de problèmes au niveau de l'éducation nationale,
la ministre Mariatou fait ce qu'elle peut pour arranger les choses, parce qu'elle a pris une éducation nationale en état total de délabrement. Rien n'allait au moment où elle a pris l'éducation nationale. Donc, si les chiffres en termes de résultats des enfants avance, on doit la féliciter, c'est tout à fait normal. Mais quand ça ne va pas aussi, il faut pouvoir le dire. Donc moi, j'estime que c'est tout à fait normal, quand on veut être objectif, de dire que c'est bon, quand les chiffres paraissent justes. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de réconciliation et de paix. Selon la déclaration du parti de Guillaume Soro, en tout cas, il souhaite qu'un cadre démocratique et transparent soit constitué et que c'est un objectif pour eux, mais qui n'est pas pour eux également un objectif pour le président Ouattara. C'est quand même fort quand on sait les efforts du président Ouattara pour la réconciliation en Côte d'Ivoire. Bon, moi, franchement, quand on parle de ces efforts pour la réconciliation, je fais partie de ceux qui ne voient pas ce qu'il appelle ces efforts. Parce que la réconciliation doit être conçue comme un programme de développement. On parle de réconciliation parce qu'il y a eu crise. Et les crises ont des répercussions sur tous les plans. Donc, si on veut vraiment bien faire la réconciliation, d'abord, on ne le fait pas de façon unilatérale, on le fait en associant tous les autres acteurs, alors que jusqu'ici, depuis la CDVR jusqu'au programme de cohésion nationale, en passant par la CONARIV, ça a toujours été des programmes ou des initiatives qui ont été menées par le chef de l'État sans associer les autres partis, notamment l'opposition et la société civile. Donc les résultats ne sont pas aussi, on va dire, tout le monde ne s'approprie pas de ces résultats. Ça, c'est un. Ils mènent les choses de façon unilatérale. La deuxième chose, c'est que dans la crise, ou du moins dans les crises que nous avons connues, il y a plusieurs partis qui ont leur part de responsabilité. Je dirais même que chaque parti a sa part de responsabilité dans la crise. Mais ces responsabilités n'ont pas été situées. Un seul camp a été jugé. Depuis plus de 10 ans, l'autre camp n'est pas encore jugé. La vérité sur ce qui s'est passé n'est pas effective. Il y a encore des prisonniers politiques, il y a encore des exilés. Donc, on ne peut pas dire que c'est un souci pour le président Ouattara de créer un cadre démocratique ou de travailler à la réconciliation. Moi, je pense que les pas qu'il a posés ont été faits sous une certaine contrainte. Parce que s'il voulait franchement aller à la réconciliation, les choses ne se seraient pas construites de cette manière et on n'en serait pas au résultat que nous avons aujourd'hui, où je dis toujours, nous ne sommes pas dans un état de droit. Mais quelle est cette contrainte dont vous parlez ? Bon, il y a plusieurs contraintes. Il y a les pressions extérieures que lui seul maîtrise, parce que je sais quand même que la communauté internationale suit de près tout ce qui se passe dans le pays. Il y a tout ce que l'opposition ou la société civile fait pour réclamer certains pas justement en faveur de cette réconciliation. Donc tout ça, ça joue. Alors Thomas Gessambi, est-ce que ce type de discours tenu par Guillaume Soro et son parti est bon à ce moment précis, quand on sait les relations qui existent actuellement entre Guillaume Soro et le président Ouattara, qui ont eu à échanger il y a des mois? Oui, je pense que là encore, le même support de communication, les réseaux sociaux en ont fait leur chou gras, le coup de fil de M. Guillaume Soro au président de la République. Je dois dire qu'en matière politique, bien souvent, il y a peu d'émotions. Il y a la bonne gouvernance, qui peut être un vœu pieux que tout le monde appelle de tous ses vœux. Il y a la gouvernance stratégique. Donc, avec ces objectifs finaux recherchés, qu'est-ce que M. Alassane Ouattara recherche? Recherche-t-il l'union, l'amour de tous les Ivoiriens, ou bien il a un objectif qu'il veut atteindre, donner une certaine dimension infrastructurelle au pays, donner un certain niveau de développement avec des indicateurs économiques. C'est là qu'il faut peut-être apprécier la chose. Certains vous diront dans les échanges sur la vie politique que
M. Laurent Gbagbo a passé son temps en train de chercher la réconciliation plutôt que peut-être aller dans le sens de durcir un tant soit peu sa politique. Il a été trop ouvert et il a été victime de son ouverture. Donc à chaque leader et surtout à chaque président de la République, sa ligne qu'il se donne, lui, son gouvernement et l'appareil dont il est le chef. Donc je pense pour ma part que tout est une question de grille de lecture. Il y a qu'on peut imposer la paix avec beaucoup de paroles aimables ou on peut imposer la paix par la force. Et je dois dire que pour M. Alassane Ouattara, ce à quoi nous assistons, c'est beaucoup plus utiliser les moyens militaires, policiers, gendarmes pour sécuriser le pays, pour éviter le désordre qu'on a pu vivre depuis le coup d'État de 99. Et puis, après, quand la Côte d'Ivoire remporte la Coupe d'Afrique, bon, on libère un général qui a passé un peu plus de temps, qui était infidèle, dont on a réclamé la sortie. Donc, il va à son rythme. Est-ce qu'il le fait bien? Est-ce qu'il ne le fait pas bien? Mais nous constatons, comme peut le dire Pulcherie, que la constitution ivoirienne dit clairement qu'aucun Ivoirien ne devrait être contraint à l'exil. Mais entre ce que la loi dit et l'applicabilité de la loi, il y a par moments un hiatus. Pulcherie Balé, on vous a bien écouté. On a l'impression que pour vous, le Congrès est devenu apparemment un lieu pour régler tous les problèmes de la nation. Le Congrès. Bon, comme si on réglait les problèmes de la nation. Parce que l'ordre du jour, c'était bien sûr l'état de la nation. Et quand on vous écoute, à chaque fois que le président Ouattara ne s'est pas prononcé sur la cherté de la vie, ne s'est pas prononcé sur le coût de l'électricité. L'ordre du jour, c'était l'état de la nation. Donc un bilan. Un bilan, il a forcément des aspects positifs et des aspects négatifs. Il n'y a pas d'œuvre humaine qui soit parfaite. Donc, ce que nous, on attendait, c'était que le président dise « Oui, j'ai construit ci, j'ai fait ci, on est premier ici, on est premier là. » Mais bon, je suis conscient qu'il reste encore des choses à faire, comme ci, comme ça. Et par rapport à ceci, voilà une décision qu'on prend pour soulager un peu les Ivoiriens. Sinon, nous, on n'a pas une haute opinion du Congrès en son état actuel, pour la simple raison que ce n'est pas un Congrès qui est équilibré. D'abord, il y a le Sénat qui est de trop, parce qu'il est budgétivore et, en notre sens, il n'est pas utile. L'Assemblée nationale seule suffit pour jouer ce rôle de parlementaire. Mais maintenant, même à l'Assemblée nationale, on ne comprend pas. On ne comprend pas certaines attitudes, particulièrement même les députés de l'opposition. Parce que les députés du parti au pouvoir, on peut les comprendre, hein, ils font la politique de leur parti. Mais ceux de l'opposition qui ne réagissent pas, même si vous n'avez pas la majorité, vous pouvez au moins dénoncer ce qui n'est pas correct vis-à-vis du peuple. Mais eux, ils ne le font jamais. C'est seulement quand on a eu la modification de l'article 185, parce que leur parti, les intérêts de leur parti étaient touchés, ils ont réagi. Mais ils ne sont pas là-bas pour leur parti, ils sont là-bas pour le peuple. Du coup, moi, je pense que ce congrès-là même, il n'est pas digne de confiance. Donc, bon, on les a réunis, c'était pour les informer. Donc pour vous, les députés dans l'ensemble ne sont pas dignes de confiance? Oui. Députés et sénateurs? Oui. Alors, Thomas Guessambi, réforme de la CEI, découpage électoral, des points sur lesquels Guillaume Soro et son cercle restreint attendaient le président Ouattara. Mais quand on lit la déclaration de GPS, il y a encore une fois de plus aucune proposition. En même temps, on se demande, est-ce que les Ivoiriens ont vraiment compris l'exercice de l'adresse du chef de l'État devant le Congrès? Non, ce que les Ivoiriens recherchaient, ce n'était pas la réussite d'un exercice, mais c'était des solutions à leurs préoccupations, à leurs problèmes. Ce n'était pas l'éloquence qu'on attendait du président de la République, mais avec des propositions concrètes. Nous avons une contrainte budgétaire, donc on a dû augmenter la facturation de 10%, mais croyez-moi, dans 3 mois, nous allons faire baisser les prix comme cela s'est observé par ailleurs. Est-ce que les Ivoiriens ont apprécié? Mais ce que je dis, c'est que
Est-ce qu'ils ont compris l'exercice? Le but de l'exercice. Le but de l'exercice devant le Congrès. Non, si vous voulez, le but, on peut l'apprécier d'un point de vue organique ou organisationnel. Voilà ce que la Constitution dit. Dans la Troisième République, il faut aller. Mais ça, c'est la forme pour moi. C'est le fond qui importait beaucoup plus que sur la forme. Et sur le fond, est-ce qu'ils ont tort? Sur le fond, est-ce que les Ivoiriens ont tort de ce que leurs attentes n'ont pas été atteintes? Effectivement. Mais non, pas du tout, puisque nous-mêmes, nous sommes Ivoiriens, nous qui sommes sur le plateau. On a dit qu'on attendait des solutions, on attendait des actes beaucoup plus forts que ce que le président de la République a dit. On a plutôt assisté, et ça, moi je l'ai dit ici, je dis, il a l'occasion le 6 août, de s'adresser aux Ivoiriens. Il a l'occasion de s'adresser aussi aux Ivoiriens, je pense, le 31 décembre. Donc, c'était là des opportunités pour dire ce qu'il a dit. Mais quand on vient à une rencontre aussi solennelle, qu'on a annoncée, solennelle, forcément, ça devait accoucher beaucoup plus que d'une souris. Voilà, ainsi prend fin la première partie de cette émission consacrée, en tout cas, au cadre restreint du parti de Guillaume Soro GPS qui déconstruit le discours du président Alassane Ouattara, discours tenu lors du congrès tenu au Sofitel Hôtel Ivoire le 18 juin dernier. Place mettant la deuxième partie, disons la seconde partie de cette émission, mais juste après cette réclame publicitaire. Voilà, nous sommes de retour en plateau. Vous suivez Entre des News, à vous qui venez de nous prendre en marche dans cette émission. Nous sommes dans la seconde partie. Nous parlons bien sûr de présidentielle 2025. Bientôt la révision de la liste électorale. Et donc, première question, plus Chéri Balé. Pour pouvoir voter, il faut s'inscrire sur la liste électorale. Mais pourquoi les Ivoiriens s'intéressent de moins en moins, en tout cas, à s'inscrire sur cette liste-là? Bon. Venons aux élections. Les Ivoiriens ne s'inscrivent plus, ou du moins ne s'intéressent plus aux élections parce que le processus n'est pas jugé crédible. Il n'est pas jugé crédible parce que les organes qui organisent et qui arbitrent n'inspirent pas confiance aux Ivoiriens. Ce qu'on entend souvent dans le peuple, c'est qu'on sait déjà les résultats. Donc, on s'en va voter, c'est pourquoi. Donc, il faut réconcilier les Ivoiriens avec le processus électoral en faisant des réformes qui vont les mettre en confiance, tant la société civile que l'opposition elle-même. Et donc, nous pensons que si on était dans un État moderne, comme on le prétend, on n'en serait même plus à ces révisions annuelles que nous faisons. On aurait informatisé l'État civil de sorte que de façon systématique, ceux qui ont 18 ans basculent sur le fichier électoral, ceux qui décèdent soient aussi automatiquement retirés. En tout cas, on n'aurait pas besoin de ces inscriptions-là. Maintenant, comme ce n'est pas le cas, l'idéal aurait été que pour même organiser le calendrier électoral, il serait bien qu'il y ait une réunion entre la CEI et les partis politiques. On nous dira qu'il y a des partis politiques au sein de la CEI. C'est vrai, mais ils ne sont pas forcément représentatifs de tout le monde. Ils sont peut-être les plus significatifs par rapport au nombre de leurs militants, mais il y a d'autres partis qui sont importants, qui ne sont pas au sein de la CEI, qui méritent aussi d'avoir voix au chapitre, d'autant plus que, comme je le disais tout à l'heure, nous ne sommes pas dans un contexte de réconciliation totale. Donc, pour créer la confiance autour des organes qui organisent des élections, il faut une communication renforcée entre la CEI, les partis politiques et la société civile. Là, par exemple, on apprend que la CEI va faire la révision de la cartographie électorale du 1er au 30 avril. Après, ça ne se fait pas dans cette période. La CEI fait cette mise à jour en mai. Mais tout ça sans avoir associé l'opposition au processus. Donc, vraiment, c'est le manque de confiance, pour conclure là, c'est le manque de confiance entre les organes qui organisent et qui habitent les élections et le peuple qui fait que les gens ne s'y intéressent plus parce qu'ils ont l'impression que les résultats sont sûrs d'avance. Thomas Gessambi, Chéri Balé énumère le manque de confiance et
et le manque de crédibilité de la CEI, pour elle, ce sont les raisons qui font que les Ivoiriens ne s'intéressent plus aux élections, ne s'inscrivent plus également sur la liste électorale? Je ne pense pas que ce soit propre à ce parti ou sous la gouvernance ouattaracienne du président Ouattara. Je veux dire, on est parti du parti unique où il était beaucoup plus aisé même de penser déjà qui a gagné. Donc, on ne peut pas avoir là la volonté d'aller s'inscrire puisque c'est le parti unique. Ensuite, on est passé au multipartisme en 90. Il n'y avait que le ministère de l'Intérieur qui organisait les élections. Après, on a mis en place cet organe. Et puis, ce n'est pas propre à la Côte d'Ivoire pour le journaliste reporter que j'ai été, de savoir que, bon, il y a bien de pays... un pays d'Afrique centrale que je ne citerai pas, qui aime bien les débats politiques, qui s'intéresse à la Côte d'Ivoire, mais qui en réalité n'a pas assez d'inscrits sur la liste électorale. Alors que ce que nous oublions, c'est qu'une élection est tout un processus. Le jour du scrutin n'est pas à lui seul une élection. Il y a l'inscription, il y a la révision, la vérification, il y a la campagne, il y a le scrutin, il y a les résultats qu'on donne. Et dans ce que nous étions en train de dire tout à l'heure sur un certain nombre de choses, par exemple sur l'inondation, on a parlé d'éducation et on ne cessera pas de parler d'éducation parce qu'il faut sans cesse sensibiliser, éduquer la population à une culture civique et que naturellement la question électorale ne soit pas, comme Pulchery le dit, seulement qu'entre deux acteurs, les partis politiques et la CEI, parce qu'une élection, ça impacte tout un pays. Et je pense que, qu'on soit même parti politique ou pas, on devrait être associé sur ces enjeux-là. Même la société civile, les partenaires au développement, être associés parce que ce qui naît, surtout les conflits qui peuvent naître d'une élection, ces conflits-là peuvent avoir pour origine des omissions. Ça peut être volontaire, ça peut être une stratégie électorale, ça peut être du fait de la machine. Donc c'est toujours bon, on ne peut pas dire qu'il peut y avoir, même aux États-Unis, on était surpris de savoir que des candidats puissent relever des manquements. Donc il serait difficile de trouver un État dans lequel on peut avoir des élections zéro faute, mais ce qui est en notre pouvoir, en se donnant naturellement le temps et l'espace d'échange, il faut que le jeu, comme au sport, au football, il faut qu'on sache que quand on touche de la main, il y a un carton qu'on peut recevoir, mais ça se fait avant. Ça ne se décide pas au cours du jeu. Et donc, c'est ce que nous autres nous demandons. Pourquoi pas un an avant? Bon, comme Pulchery l'a dit, oui, chaque année, on parle de révision de liste électorale. Bon, je pense aussi pour ma part que je peux noter qu'on puisse vérifier notre inscription sur la liste électorale de façon électronique, maintenant en ligne. Sans doute que ce sont des avancées et qu'il faut noter, mais arriver à comprendre que le jeu est clair. Et ça, je pense que c'est un élément très important. Quand on sait que le jeu est clair, ça donne la confiance, même si nous savons qu'il y a des mauvais perdants, et il y en aura toujours, même si nous savons qu'il y a des aussi mauvais gagnants, et il y en aura toujours, mais que le jeu soit pour un grand nombre de personnes, on ne peut plus clair, la transparence, et puis faire comprendre aussi, c'est une réalité dans bien de régions du pays où on ne s'inscrit pas sur la liste électorale, on ne va pas à la révision, et puis on est étonné que X gagne aux élections. On dit, mais quand on fouille bien, il n'est même pas originaire de... Mais est-ce que vous êtes allé vous inscrire? C'est la population qui paie le loup tribut. Exact. Alors, il se trouve que la dernière révision de la liste électorale a eu lieu en 2021-2022, c'est celle publiée en 2023. Depuis lors, rien n'a été fait. D'aucuns parlent d'une violation de l'article 6 du Code électoral. Oui, c'est avéré, ce n'est pas d'aucuns qui en parlent.
La loi, c'est la loi et l'article 6 du Code électoral prescrit une révision annuelle. Et le président de la CEI, magistrat de son État, se permet de dire dans un discours officiel qu'ils le font à cheval sur 2 années. Ça, c'est très grave. Parce qu'en plus, dans l'article 6, on n'a pas défini d'intervalle entre 2 révisions. On a dit c'est annuel. Donc, s'il fait sa révision le 31 décembre 2024, ça n'empêche que si on veut même en mars 2025, on fasse une autre révision. Donc, il faut qu'on soit sérieux. Et c'est tout ça qui décourage justement les populations quant à leur participation au scrutin. Il faut qu'on soit sérieux, il faut que les révisions soient annuelles, il faut qu'on respecte la loi électorale. La deuxième chose que j'aimerais relever par rapport à l'inscription des populations, c'est la difficulté d'avoir la CNI. C'est vraiment un gros problème. Personnellement, j'ai eu ma CNI 1 an après m'être fait enrôler. Mais dans mon entourage, il y a des personnes qui ont fait 10 jours, 2 semaines, qui ont eu leur CNI. Toujours est-il que nous avons reçu nos CNI. Mais il y a des Ivoiriens qui disent que depuis 3 ans, 4 ans, ils n'ont pas leur CNI, ils se réenrôlent plusieurs fois, ils n'ont pas leur CNI. Ça, c'est vraiment un problème qu'il faut pouvoir régler. Et je sais qu'à l'époque, l'ONESI avait des unités mobiles, mais il ne suffit pas de faire l'enrôlement. Il faut qu'après, les gens puissent avoir leur carte dans les délais requis. Et quand ce n'est pas possible, normalement, il y a une raison technique qui devrait être sûre. Et cette raison-là doit être portée à l'attention de la personne enrôlée pour qu'elle corrige ce qui mériterait de l'être. Mais les gens sont dans le flou, ils ne savent même pas pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas leur carte, alors qu'en principe, l'ONESI devrait les informer. Donc, à ce niveau-là, il faut vraiment qu'on mette l'accent dessus pour ne pas faire d'exclusion. Alors, vous évoquez beaucoup de problèmes, mais vous, en tant qu'organisation de la société civile, qu'est-ce que vous avez entrepris comme démarche pour pouvoir résoudre ce problème auprès des autorités compétentes? Nous, on a rencontré le directeur général de l'ONESI l'année passée. C'est justement lui-même qui nous a expliqué les conditions dans lesquelles on produit les cartes, et quand il y a un problème, il nous a même donné une liste des différents problèmes techniques qu'il pourrait y avoir, et c'est lui qui nous a dit que quand il en est ainsi, la personne enrôlée devrait recevoir un message qui l'informe de ce qui fait le blocage de son dossier. Maintenant, si ce message n'a pas été reçu, que la personne se rend dans les locaux de l'ONESI, on devrait pouvoir l'informer. Mais les gens vont dans les locaux de l'ONESI et puis on dit non, il faut aller acheter le timbre encore. Après même, il paraît qu'il y a certains timbres qui seraient faux. Bon, il y a un problème dans tous les cas dans l'organisation même de l'obtention de la carte d'identité qui devrait être relevée. L'autre chose que nous faisons, et c'est ce que nous savons faire le mieux, c'est au moins d'en parler. On demande à tout le monde de se faire enrôler. On explique aux citoyens la responsabilité qui réside dans le vote pour dire que ça devrait même être obligatoire. Parce que quand vous ne votez pas, vous laissez les autres décider pour vous. Après, il ne faut pas que vous vous en plaigniez. Voilà, donc on insiste sur la responsabilité du citoyen vis-à-vis du vote. Mais on dénonce aussi tout ce qui ne va pas dans le système en espérant que les autorités s'en saisissent pour corriger les choses. Alors Thomas Gessambi, la révision électorale se tient du 15 juillet au 14 septembre 2024. Alors, est-ce que cette période de 2 mois est suffisante? Pour la dernière information que j'ai reçue, c'est en fin septembre. Ou début octobre. Exact. Ça a été repoussé donc. Bien entendu, bien entendu. Moi, je vais me prononcer sur la dimension proportion des choses. Ça veut dire, si nous savons qu'il y a au moins le million, puisqu'on parle de 8 millions d'électeurs, et nous sommes aujourd'hui 29 millions je ne sais plus combien de personnes, d'habitants en Côte d'Ivoire. Donc 12 millions en âge de voter. Exact. Donc, si cette proportion qui est beaucoup plus considérable n'est pas inscrite, ça pose un problème. Je pense qu'en 2001, après la présidentielle de 2000,
On a dû permettre que pour les élections locales, municipales et régionales, non, c'était général à l'époque, le Conseil général, on a dû permettre aux citoyens qui n'avaient pas la carte d'identité de pouvoir voter avec certains documents comme des récépissés ou des permis de conduire. Donc la solution qu'on pourrait aussi trouver avec l'ONESI, s'il est avéré que le citoyen allait se faire enrôler, qu'on n'a pas pu produire, mais au moins on lui produit un récépissé et heureusement que les sociétés civiles comme celle que Pulchéry anime élèvent de la voix pour que naturellement il soit fait un droit à ces Ivoiriens-là qui n'ont pas souhaité ne pas avoir la carte d'identité, qu'il soit permis que une lucane soit ouverte pour eux, pour pouvoir exercer leurs droits de citoyens. Et puis, c'est aussi cela, le gage de la transparence. Nous avons des années de douleur liées aux élections derrière nous et on devrait en prendre de la graine de sorte à prévenir toute forme de violence pour les échéances futures, surtout la présidentielle, qui cristallise les énergies, les opinions. Il faut donc donner suffisamment de temps, à la fois pour la production des pièces exigibles pour le scrutin, mais aussi pour la révision. Puisque après on relève des omissions, on relève des doublons, est-ce que en septembre et octobre, le temps n'est pas précis, mais ce sont les 2 mois qui ont été avancés. Est-ce qu'on sera suffisamment prêt pour réviser la liste électorale et la rendre consensuelle, parce qu'on sera pratiquement à 12 mois de la présidentielle 2025. Alors revenons à la révision qui se fait chaque année. Ouais. Malheureusement, nous n'avons pas, la possibilité de le faire chaque année. Est-ce que la Côte d'Ivoire a les moyens nécessaires pour pouvoir faire la révision de la liste électorale par an? Oui, la Côte d'Ivoire a les moyens à la fois par les ressources financières, les ressources humaines et le facteur temps. Donc si nous savons que les choses ne sont pas peut-être digitalisées ou informatisées, alors il faut se donner beaucoup plus de temps si les choses doivent se gérer de cette façon. Ou bien si nous savons qu'on a une contrainte de temps, en ce moment on met beaucoup plus de personnes à l'œuvre. Et si on sait qu'on a une contrainte de temps liée aussi aux finances, on recourt aux finances. Donc je pense que tout est une question, comme on le dit toujours, de volonté politique. Si on veut, on se donne les moyens d'y arriver. Alors, Pulchéry Gbalé, il y a aussi la question de la présence des personnes décédées sur la liste électorale, une situation que vous déplorez. Oui, forcément, et ça témoigne on va dire, du laisser-aller qu'il y a dans la gestion du processus électoral. La liste électorale, c'est la base. C'est la base même c'est l'instrument de base même pour l'élection et sa crédibilité est vraiment importante. Et c'est ce qu'on disait tantôt aussi, l'état civil était informatisé, on n'aurait pas ce genre de cas. Et comme c'est manuellement que les choses se font, il y a forcément des personnes décédées que même nous-mêmes connaissons qui sont sur la liste électorale. Et c'est pour cela que l'opposition parle d'audit, elle parle de refonte. Parce que si on reprenait tout à zéro, c'est sûr que les morts ne viendraient pas s'inscrire. Voilà. Donc il faut vraiment trouver une solution pour rendre cette liste-là crédible, sinon ça ne fait pas sérieux. Alors 2025, c'est un tournant décisif. Qu'est-ce que cette révision de la liste électorale représente pour vous, société civile? Non, c'est une opération qui rappelle à tous les Ivoiriens que bientôt, on va devoir choisir qui va présider à nos destinées. C'est une opération qui vient nous rappeler notre responsabilité vis-à-vis de ce choix-là. Et donc, c'est très important, c'est vraiment important. Et même si l'état civil était informatisé, il aurait fallu que quelque temps
avant les élections, cette campagne-là se fasse pour que chacun vérifie sa présence ou non sur la liste. Donc, c'est forcément une bonne chose que de mener cette opération. Seulement, ce que nous déplorons, c'est que cela ne se fasse pas de façon consensuelle, vu les crises que nous avons connues. Alors, parlons de présence des personnes sur la liste électorale. Vers où pourrions-nous arriver si, dans cette période de révision de la liste électorale, certains leaders politiques candidats déclarés ne se voient pas encore sur cette liste-là? Nous sommes dans un état de droit, même si certains citoyens n'ont pas confiance en cet état-là. Donc il y a des voies de recours qui sont indiquées quand on n'est pas sur la liste électorale. Je pense qu'après la révision, il y a la partie contentieux. Mais ça pourrait renforcer le manque de confiance de la population. Le manque de confiance... Parce que certains Ivoiriens se reconnaissent en ces leaders politiques. Oui, mais peut-être que comparaison n'est pas raison, mais de la comparaison on peut tirer la raison. On a vu tout récemment au Sénégal qu'il y avait des leaders qu'on aurait voulu être là, mais qui n'ont pas pu être là, et finalement, c'est le camp qui a gagné plutôt qu'un leader. Donc, je pense aussi que ça peut s'appliquer à la politique ivoirienne. Mais le Sénégal n'est pas la Côte d'Ivoire. C'est pas le Sénégal. Non, la Côte d'Ivoire, ce sont des hommes. Au Sénégal, ce sont des hommes. La Côte d'Ivoire sont les partis politiques. Au Sénégal, ce sont les partis politiques. Mais c'est pas la même culture et il faut démocratique. qu'on arrive, justement. Et c'est là que vous-même... C'est pas les mêmes institutions. C'est là même que vous, la société civile, vous devez nous aider à faire comprendre aux gens que nul n'est irremplaçable et qu'il n'y a pas une seule personne qui soit la plus intelligente dans un groupe. Donc ça ne s'adresse pas forcément à l'opposition, ça s'adresse à tous les partis en termes d'alternance au sein même. Parce que le problème, nous voyons très souvent au sommet de l'État. Mais comment se fait même la désignation des candidats dans leur propre formation? Il n'y a jamais eu même de primaire. C'est un véritable problème. La dictature commence au sein des partis avant d'arriver au sommet de l'État. Oui, sur cette question-là, il faut recadrer les choses. Ce n'est pas une question de ce sont les mêmes peuples, les partis, non. C'est une question d'état de droit. Au-delà même du fait que certains Ivoiriens se reconnaissent en certains leaders, il faut rappeler que la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, en septembre 2019, a pris 2 arrêts. L'un en faveur du président Laurent Gbagbo pour demander sa réintégration sur la liste électorale, l'autre en faveur du président Guillaume Soro pour demander qu'on arrête les poursuites contre lui et qu'on le réintègre lui aussi sur la liste électorale. Et c'est ça qui n'a pas été appliqué. En droit, là, ce n'est pas une affaire de 2011 où on dit communauté internationale vaguement a décidé que tel candidat a gagné. Ce n'est pas la même chose. Là, il s'agit d'une cour, d'une juridiction africaine. Et dans le droit, la juridiction internationale est au-dessus de la juridiction nationale. Donc, quand la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples décide qu'on les réintègre, la CEI doit tout simplement s'exécuter. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas une affaire de dire qu'on veut imposer quelqu'un, c'est lui qui est le plus intelligent. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'inscrire sur la liste selon la décision de justice. Et c'est parce qu'on ne veut pas appliquer cette décision de justice que l'État de Côte d'Ivoire a retiré sa déclaration de compétence en avril 2020. Mais cela n'empêche pas qu'il a l'obligation d'appliquer ce qui a été décidé avant qu'il se retire. Donc, c'est pour tout ça là que nous disons qu'on n'est pas dans un état de droit. Parce que la vraie paix là, elle se fonde sur la justice. Et quand, dans un pays, ceux qui dirigent le pays ne sont pas respectueux de la loi, ne sont pas respectueux des procédures, c'est un problème. Alors, maintenant, ce que moi je dis, qu'est-ce qu'on fait? En même temps, dernière question pour vous. Est-ce que toutes les conditions sont réunies pour la réussite de la révision de la liste électorale en Côte d'Ivoire cette année? Mais pourquoi pas? Je veux dire, dès lors qu'on Parce que vous avez parlé d'un manque de confiance, de manque de crédibilité, tout ça. Je n'ai pas parlé de manque de confiance. J'ai souhaité beaucoup plus de transparence dans le processus. Donc, je n'ai pas porté de jugement de valeur sur le processus. Mais qu'il n'y a pas de transparence, c'est qu'il y a un manque de confiance? Non, je dis je souhaite beaucoup plus de transparence. Allez-y. Voilà. Mais ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a ce que la Cour africaine a décidé, mais à la réalité, on a vu que ça n'a pas été appliqué. Nous allons vers des élections où il y a, vous faites sans doute
allusion à M. Laurent Gbagbo, où il n'a pas été réintégré sur la liste électorale. Vous faites sans doute allusion à M. Guillaume Soro, qui est encore en dehors des frontières ivoiriennes. Je suis en train de dire que si la loi n'est pas appliquée, qu'est-ce qu'on fait? C'est pour ça que je dis... On exige qu'elle s'applique. Oui, mais on l'a exigée, elle ne s'est pas appliquée en 2020. On insiste. Ah d'accord, ok. Mais dans l'insistance, je pense qu'il peut avoir naturellement des plans B. On n'a jamais un plan A. Mais ce que vous êtes en train de dire, on n'est jamais suffisamment prêt pour organiser des élections qui engagent et impactent la vie des vies humaines et l'avenir d'un pays. C'est pour ça que les cadres de concertation devraient se multiplier à souhait pour qu'on ne parte plus dans une sorte de psychose nationale au fur et à mesure qu'on s'approche de la date de l'élection présidentielle et qu'on puisse arriver un jour, puisque le monde est devenu un village planétaire, on puisse arriver un jour à des élections en Côte d'Ivoire où le résultat est connu le même jour. Parce que très souvent on est surpris qu'on ait pu voter, par exemple, dans la commune de Cocody, la CEI à Cocody, et ce sont les résultats, par exemple, de Gbeleban qui arrivent avant Cocody. Donc, si les choses sont informatisées suffisamment et qu'on a démultiplié cette technique, on pourrait donner les informations au plus vite pour éviter qu'on puisse penser qu'il y a des manipulations qui sont en train de se faire quand on met plus de temps pour annoncer le résultat. Merci. Dernière question, plus cher Balé. Est-ce que toutes les conditions sont réunies pour que cette révision de la liste électorale puisse bien se passer? Il y a un gap de 4 millions de personnes, c'est-à-dire 8 millions de personnes inscrites et 12 millions en âge de voter, donc un gap de 4 millions. Bon, pour nous, toutes les conditions ne sont pas réunies pour la simple raison que déjà, pour s'inscrire sur la liste, il faut avoir une CNI. Et il y a beaucoup d'Ivoiriens qui se plaignent de ne pas pouvoir obtenir cette pièce. La deuxième chose, c'est le manque de concertation entre la CEI et les acteurs politiques et sociaux. C'est très, très important, je le répète, il faut que tout le processus soit consensuel. Là, on est dans les hésitations. Vous avez dit c'est du 15 juillet au 14 septembre. On a appris dans les coulisses que c'est fin septembre, début octobre. On ne devrait pas en être là. La CEI devrait faire un calendrier, venir soumettre ce calendrier-là à l'opposition et à la société civile, de sorte que quand tout est clair, chacun prenne sa part dans la sensibilisation des populations pour que tout se passe pour le mieux. Donc pour nous, les conditions ne sont pas remplies. Alors, fin de cette seconde partie de votre émission Entre des News consacrée à la révision de la liste électorale. Place maintenant à votre rubrique préférée, le carton rouge, juste après ceci. Vous l'avez si bien constaté, ce carton, c'est le mécontentement de nos consultants en plateau sur des sujets qui animent la vie de la nation ivoirienne. Le premier carton rouge, c'est bien sûr M. Thomas Gessambi. On vous regarde. Carton rouge pour les services du ministère de la Construction. Je pense que le temps qu'on nous a indiqué dans l'information pour posséder ou avoir son ACD, c'est 90 jours. Mais on va bien au-delà de 90 jours. Donc, où se situe le réel problème? Est-ce que c'est la lenteur administrative au niveau d'Abidjan qui met plus de temps? Mais il y a des ACD qui ont été lancés, j'avoue, depuis l'année dernière, mais qui n'ont pas encore trouvé leur atterrissage. Puis, Cher Balé, réaction ou question sur ce point? Oui, c'est un point qui est très important parce que les questions foncières font partie des conflits les plus graves dans notre pays. Et il y a tellement de problèmes dans le processus qu'évidemment, si le temps accordé pour l'obtention d'un ACD n'est pas adapté aux réalités, il y a un problème et ça sera la porte ouverte aux fraudes. Ça sera la porte ouverte à la corruption.
Parce que comme le dit M. Guessambi, si il faut plus de 3 mois et qu'on donne 3 mois, vous voyez que la pression que ça va mettre là va vraiment ouvrir la porte à la corruption. Donc je pense qu'effectivement, on devrait prendre les décisions en tenant compte des réalités. À vous maintenant, puis Chéric Balé, votre carton rouge, les téléspectateurs vous regardent et vous écoutent. Mon carton rouge va à l'endroit du district d'Abidjan, sur 2 points rapidement. Le 17 mai 2024, une décision a été prise pour demander, pour dire qu'on allait sévir contre les commerçants ambulants et les charretiers, de même que les mendiants. Je voudrais revenir sur la question des commerçants ambulants, parce que nous, en tant que société civile, on travaille avec les enfants dans la rue et beaucoup se débrouillent dans le commerce ambulant pour ne pas tomber dans le banditisme. Et depuis que cette décision a été prise, ils sont réprimés et on ne fait pas que leur arracher leurs marchandises, on les violente alors que c'est des enfants qui sont déjà vulnérables. Donc vraiment, je voudrais m'opposer à cette façon de faire envers ces enfants et dire à l'opinion qu'à cause de cette décision, depuis un certain temps, on apprend de plus en plus d'agressions au niveau des femmes qui se lèvent très tôt pour aller au marché, les commerçantes. Donc vraiment, avant de prendre certaines décisions, il faut en mesurer tous les contours. Même dans les pays développés, il y a des commerçants ambulants. Pourquoi il n'y en aurait pas en Côte d'Ivoire dans ce contexte de cherté de la vie? Pour parler comme GPS, à force de vouloir lutter contre la pauvreté, on s'est mué désormais à un pays contre les pauvres. Alors, réaction, Thomas Guessambi, sur ce carton rouge. Oui, je suis là en face de ce que je peux appeler le cholestérol. Il y a le bon et il y a le mauvais. Le fait qu'on puisse les interdire, pour moi, peut présenter le bon cholestérol parce que sur la voie publique, il y a pas mal de dangers. Dangers à la fois pour ces personnes qui y vendent et puis pour le métier de journaliste que j'ai pratiqué, il y a pas mal de trafics qui se font dans ce genre de commerce, des trafics même inimaginables. Mais ce que je dois dire, je préfère encore ces jeunes qui n'ont peut-être pas d'étal, puisque pour s'installer, il y a les ODP, il y a pas mal de taxes à payer. On a combien au final même pour pouvoir avoir un étal pour s'installer. Mais en soutenant quelque part l'effort de ces jeunes, ceux qui ne sont pas dans les trafics que j'ai relevés, c'est plutôt les mendiants qui, pour moi, aiment la facilité. Vous venez, vous êtes stationné ou bien garé au feu, venir avec, je ne sais pas, une baguette, nettoyer la vitre. Non, je pense que ceux-là n'ont pas leur place, ces mendiants-là n'ont pas leur place là. Mais pour ces vendeurs ambulants, qui d'entre nous aussi n'a pas acheté, moi le premier, des objets avec eux, en gagnant à la fois en temps, en gagnant aussi sur le coût. Donc, comme Aristote, c'est de trouver le juste milieu. Alors, c'est la fin du carton rouge. Nous allons maintenant faire place à la dernière rubrique de cette émission, le chiffre du jour. Un chiffre également que nous vous invitons à commenter à travers ceux qui suivent cette émission sur les réseaux sociaux. Le chiffre du jour, c'est 300. Qu'est-ce que ça vous dit? Non. Thomas Guessambi, 300. 300, non, je ne vois pas. D'accord. Indice Yamoussoukro. Sénateur? Non. Bon. Chef et roi traditionnel? Oui, effectivement, la crise de royauté dans le royaume baoulé reçoit aujourd'hui près de 300 cadres baoulés en conclave ce mercredi à Yamoussoukro. Ce conclave a tourné autour d'une thématique, ensemble pour sauver la dignité de la communauté baoulée. C'est quand même triste de voir qu'aujourd'hui, nous avons... c'est plus que triste. Allez-y, Chéric Balé, réaction sur cette affaire. Oui, c'est plus que triste parce que depuis quelques années, en tout cas moi j'ai constaté ça en 2005, je ne sais pas quand ça a commencé, depuis quelques années, il y a un problème au niveau de l'application des lois coutumières en matière de succession. On a commencé à constater que le politique s'immisçant dans le traditionnel déséquilibrait même les sociétés en général. Donc vous arrivez dans un village, il y a deux chefs. Il y a le chef
qui a été désigné coutumièrement, et puis il y a le chef qui a été imposé soit par le politique, soit par un cadre qui a de l'argent. Du coup, ça déstabilise même le développement même de la localité. Parce que vous, en tant qu'agent de développement, quand vous arrivez, si vous ne savez pas cette situation, que vous allez chez un chef, l'autre refuse de vous recevoir et l'autre a avec lui une partie de la population qui ne pourra pas écouter votre message et donc qui ne pourra pas participer au projet de développement. Donc, depuis un certain nombre d'années, depuis des décennies, ce problème-là existe. Maintenant, si ça s'en va jusqu'à la royauté, il y a un gros problème. Parce que là aussi, normalement, il y a des lois qui définissent comment on hérite du trône. Ça, là, on ne devait pas aller faire un conclave pour ça. Le conclave, qu'est-ce que la tradition Paulé dit dans le royaume de Sakassou-là? C'est ça qu'on devrait appliquer. Et en plus, le conclave, c'est des cadres baoulés. 304 baoulés. Quoique, je pense qu'il y a une partie déjà qui ne se reconnaît pas dans ce rendez-vous de Yamoussoukro. Mais là encore, il faut peut-être louer le mérite du génie politique, qui n'a même plus de limites, qui n'a même plus de frontières, qui à la fois est arrivé à pénétrer le monde du sacré en entrant dans la religion, où certaines chapelles sont beaucoup plus proches de certaines obédiences politiques. On ne s'est pas arrêté à ce niveau. La société civile n'y échappe pas, où il y a des sociétés civiles pro et d'autres pro. Et maintenant, on est entré dans nos racines, que sont la chefferie. Bon, moi je suis de l'Ouest, nous on pensait que ça se limitait seulement à l'Ouest, cette idéologisation des positions des chefs qu'on déstabilise parce qu'ils seraient proches d'un tel parti, alors que la région serait beaucoup plus proche d'un tel autre. On arrive maintenant au royaume baoulé, qui pour nous restait globalement les Akans, comme des gens qui étaient encore beaucoup plus pénétrés dans la tradition, mais malheureusement, le génie politique ne s'arrête pas. Il vient d'entamer ce qui restait comme un des rares vestiges en matière de respect de la tradition, et c'est dommage, parce que tout le monde veut être riche, parce que l'enrichissement matériel a pris le pas sur les convictions morales. Alors, pourquoi, quel sens donnez-vous au fait que ce conclave se tient à Yamoussoukro, la capitale politique, avec des cadres, sachant qu'il s'agit bien sûr d'une affaire de royauté? Mais il n'y a pas d'autre connotation. Yamoussoukro, c'est où? C'est chez le père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, Houphouët-Boigny, qui lui-même était chef de canton. Donc on se dit que sans doute, si on ne s'entend pas dans l'antichambre, au moins sur la tombe du père, on peut avoir une sorte de remise en cause pour s'entendre. Mais là, le conclave est déjà parti avec une bonne promesse de déception, parce qu'il y a eu des déclarations, je pense, de ceux de Sakassou qui ont dit ne pas s'y reconnaître. Voilà. Alors, puis Chéric Balé, dernière question pour terminer cette émission. Comment est-ce que vous appréhendez le fait que ce conclave se tient à Yamoussoukro? Bon, pour moi, il n'aurait même pas dû avoir de conclave, c'est ce que je disais tout à l'heure, parce que si on veut appliquer les lois coutumières, il n'y a pas de débat. C'est la procédure qu'on devrait appliquer tout simplement. Mais choisir Yamoussoukro, c'est symbolique, puisque c'est la ville de la paix, c'est le président Houphouët qui est porteur de ce message. Il y a la fondation Félix Houphouët-Boigny là-bas, il y a aussi la chambre des rois et chefs traditionnels qui est là-bas. Mais ce que j'aimerais dire, c'est que les chefs traditionnels eux-mêmes sont aussi un peu coupables de tout ça. Parce que dans le statut des rois et chefs traditionnels, si ce n'est pas l'article 4, c'est l'article 6, qui dit qu'ils doivent être apolitiques. Ce qu'on constate, c'est que les chefs et les rois d'aujourd'hui choisissent des partis politiques. Donc c'est eux-mêmes qui ont ouvert la voie aux politiques pour venir s'ingérer dans ces affaires qui devraient être purement traditionnelles. Sinon, pour répondre à votre question, si conclave il doit y avoir, Yamoussoukro est forcément la ville la mieux indiquée, d'autant plus qu'il s'agit d'un problème
d'un royaume baoulé. C'est une ville baoulée, c'est la ville de la paix. Donc, bon. Mais pas la capitale du royaume baoulé. Bon, le royaume baoulé n'a pas de capitale. Hein. On a le roi de Sakassou. Est-ce qu'on a un roi ailleurs même encore? Non, c'est Sakassou. Ça pourrait Bon, donner ils auraient dû aller faire ça à ça Sakassou, pourrait même aussi là-bas. donner Sakassou, une le connotation siège. politique à cette affaire. Mais c'est déjà politisé. C'est pour ça qu'il y a problème. Sinon, on n'en serait pas à en débattre. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de ce numéro de Entre des News. Nous étions avec Pulchéri Balé, merci. Je vous en prie. Et Thomas Guessambi, merci également. Merci, monsieur Silik. Merci à vous aussi d'être nombreux à suivre cette émission chaque soir du lundi au jeudi à partir de 20h15 sur les antennes de Reflet TV. Vous pouvez suivre la rediffusion à partir de 10h18 le lendemain. Bonsoir.